tac, tac. Bien, notre commande c'était ça, mise à jour et mise à niveau, et puis apt install isc-dhcp-server avec notre accord apt. Vous avez mis un O à la place. Ouais, je suis pas l'écran et en face, c'est ça. Bien, contact des dépôts, téléchargement depuis les dépôts. Et puis le failed qu'on va voir à la fin en rouge, c'est tout à fait normal, parce que la machine, quand on lui installe un service, elle essayera de le démarrer. Ce dernier n'est pas configuré en fonction de notre contexte, en fonction de notre adressage IP, etc. Donc ça ne démarre pas et c'est tout à fait normal. Bien. En général aussi, la bibliothèque des bonnes manières est-il nous dit quand vous voulez gérer et configurer un service, vaut mieux faire un backup des fichiers de configuration. D'accord? Le fichier de configuration principal ou du service DHCP, c'est le fichier /etc. La racine c'est le slash sous Linux pour rappel. DHCP, dhcpdaemon.conf. Ce fichier, idéalement, qu'on va regarder donc ensemble, fichier de configuration principale, du DHCP, des exemples, des explications, des exemples du plus simple au plus complexe, etc. Des réservations en fonction des noms, des adresses MAC, des exemples de configuration. Okay. Ce fichier, avant de le toucher, on crée une copie de restauration. Chacun sa politique de sauvegarde. Moi, je le mets en général à côté. etc dhcp dhcpd.conf et je le copie dans le même dossier dhcp dhcpd.back ou .hold. Chacun sa méthode après. L'essentiel, c'est d'avoir une copie qui nous permettra de revenir, de récupérer l'initial si on veut. C'est pas spécifique au DHCP, mais en général, dans tous les services, on le fait. D'accord? Du coup, pour copier, c'est CP. CP. Pour copier, c'est CP, et elle a besoin de paramètres tout le temps. Qu'est-ce qu'on veut copier et où est-ce qu'on veut le copier? Source, destination. On veut copier ce fichier dans celui-ci qui n'existe pas, au fait. C'est le deuxième, il va être créé dans ce cas. Bien. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, on est sous Linux, quand on tape une commande, si tout va bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de message, s'il y a un souci, c'est là qu'on a un message qui s'affiche. Bien, ce fichier, on va le remplir manuellement nous-mêmes. Donc, moi je vais supprimer son contenu. Le vider, le remplir petit à petit et faire le tour de toutes les options. Pour vider un fichier, on utilise la commande d'écho. Je vais vous faire un rappel sur écho. La commande d'écho permet d'écrire. Et elle écrit par défaut à l'écran. Dans le stdout par défaut qui est l'écran. Donc écho bonjour, ça m'affiche bonjour à l'écran. Si je veux écrire dans un fichier, on redirige le résultat de cette commande avec ce symbole, le chevron, ou symbole supérieur, pour dire écris-moi bonjour dans le fichier exemple, par exemple, .txt. C'est-à-dire que il va y avoir un fichier qui va se créer qui s'appelle exemple.txt et dans lequel il y aura le mot bonjour. D'accord? Ça redirige dans un fichier. On peut rediriger les commandes dans des fichiers ou le résultat d'une commande dans un fichier. D'accord? Maintenant, si je reprends la même commande et je demande d'écrire bonsoir, avec le même symbole, ça va écraser son contenu et le remplacer par le nouveau mot. Donc là, j'ai bonsoir à l'intérieur. Si je veux garder son ancien contenu ou l'ancien contenu du fichier et rajouter quelque chose, on met les deux chevrons. Ça veut dire garde-moi son contenu et ajoute ce qui suit. Des fois, on l'utilise pour injecter des dépôts. Les dépôts, par exemple, de Debian, HTTP, etc. Et je lui dis d'écrire dans tel fichier.
Ça m'évitera de l'ouvrir, de l'écrire, de sortir, enregistrer, etc. C'est une seule commande qui fait tout en réalité. D'accord? Maintenant, si on veut vider le contenu d'un fichier, on peut l'ouvrir et rester appuyé sur supprimer ou effacer, etc. Comme on peut demander d'écrire rien du tout, c'est pas trop français, mais j'interprète cette commande, écris-moi rien dans le fichier. Hein. Donc par exemple, l'exemple.txt, là notre fichier est vide. Donc nous, on veut vider notre, je vais supprimer juste mes fichiers là. Ça c'était un répertoire. Donc un rem-r. Je fais le ménage, hein, ça n'a rien à voir avec la pratique. Et exemple, c'est un fichier, donc rm. Je fais le ménage. Et donc on veut supprimer le contenu du fichier dhpd.conf. Donc il suffit, donc dans ce cas, si on a compris, de faire écho dans etc dhp dhcpd.conf. Mon fichier maintenant est vide. D'accord? Nous, on va gérer deux réseaux avec ce DHCP qu'on est en train de monter ou de mettre en place. Le réseau LAN, là où se trouvent les clients ou les salariés de l'entreprise, et le réseau DMZ, là où vont se trouver nos serveurs. Serveur pub pour serveur web, il peut y avoir d'autres serveurs, etc. Donc, on a deux étendues à définir, deux subnets à définir. On travaille sur deux réseaux. Le réseau 192.168.10 et le réseau 192.168.20. C'est la raison pour laquelle qu'on va définir deux blocs là-dedans. Donc subnet, le premier réseau, .0 avec son masque. On ouvre la collade, je reviendrai à l'intérieur après. Et on déclarera un deuxième. Subnet, deux étendues, si vous voulez, ou deux ranges, on dit aussi, concernant notre service. 192.168.20.0, netmask, .0, accolade ouvrante, accolade fermante, et on revient. Bien. Alors, à l'extérieur de ces deux blocs, on peut définir tout ce qui est commun aux deux étendues. Par exemple, on peut définir la durée du bail, la durée par défaut d'un bail, ou la durée max d'un bail, ou les serveurs DNS qui vont être utilisés. Tout ce qui est commun au niveau des deux réseaux, si vous voulez. Alors, pour faire tourner l'exemple, je vais définir la durée par défaut d'un bail. Vous savez, quand un serveur DHCP attribue une configuration IP à une machine, il l'attribue pour une durée bien spécifique. Hein, quand vous regardez vos machines, de toute façon, CMD, ipconfig /all, vous avez tout le temps bail obtenu à telle heure et bail expirant à telle heure. C'est la durée du bail. Ça, c'est le DHCP qui l'a donné à cette machine. Bien. On a deux durées dans le DHCP. La durée par défaut qu'on met à travers le default list time. List, c'est un bail. Et on sait que quand cette durée est atteinte, ou plutôt le client a consommé cette durée, il peut prolonger l'utilisation de son bail. C'est comme quand on fait une location, on peut prolonger le bail de location, etc. Jusqu'à arriver à une durée qui s'appelle le max list time, la durée maximale qu'on peut définir, et dans ce cas, le client doit libérer cette adresse IP et demander un nouveau. Sous Windows, quand un client Windows obtient un bail DHCP, arrivé à 75%
de l'utilisation de sa durée, il demande le prolongement de son bail. Sous Linux, quand il consomme 50%, il demande le prolongement de son bail jusqu'à arriver au max lease time. Donc max lease time. Default lease time, dans notre exemple, on va mettre 10 minutes, 600 secondes. Et le max lease time, on va mettre 1 heure, 3600 secondes. C'est-à-dire que les baux distribués, que ce soit côté réseau local ou côté DMZ, vont avoir comme default lease time 10 minutes et comme max lease time 1 heure. Donc ça, c'est la partie commune. Bien. Dans le subnet du réseau 10, on va définir l'étendue, c'est-à-dire le range, et on va dire à notre serveur, tu vas distribuer, par exemple, de la 192 à la 168, on est dans le réseau 10, bien sûr, point 10 par exemple, à la 192, 168.10.100, point virgule, on respecte la lexique et la syntaxe. Et puis dans le réseau 20, pareil, on reste dans la même logique à peu près, 192.168.20.10 à la 192.168.20.100. Bien. C'est-à-dire qu'on dit à notre serveur, tu peux donner la 10, la 11, la 12, la 13, etc. jusqu'à la 100. Ok? Maintenant, le client qui va se connecter ici ou là, pour pouvoir sortir ailleurs ou aller ailleurs, qu'est-ce qu'il doit avoir? La passerelle par défaut. Et on est d'accord que la passerelle de ces clients doit correspondre à cette interface. Et la passerelle des serveurs de la DMZ, c'est celle-ci. Donc on va définir pour chaque pool d'adresses sa passerelle par défaut, ou l'option routers. Donc là-dedans, on va ajouter option router. On peut avoir plusieurs passerelles par défaut. Sous Linux, si la première ne répond pas, on passe à la deuxième, etc. Et dans notre cas, 192.168.10.1. Et ici, pour ce pool, option routers 192.168.20.1. On peut définir comme élément commun. Comme élément commun, on peut définir le domaine de l'entreprise. Par exemple, option, pour rappel, domaine name. On peut l'appeler dans notre cas sub3.lan. Par exemple. Et puis, les features serveurs DNS. Donc, option, domaine name, servers, notre routeur qu'on est en train de monter va jouer le rôle de serveur DNS. Donc il va dire au client, c'est moi aussi ton serveur DNS, c'est moi ta passerelle, c'est moi le DHCP, et c'est moi qui va te résoudre des noms au local. On ne va pas monter une autre machine, on va faire tout au niveau de celle-ci. Donc le serveur DNS qu'on va donner au client, c'est la même adresse IP en primaire, 168.10.1. Et on peut définir un deuxième, par exemple, on va utiliser le 1.1.1.1, point virgule. Et je fais à peu près pareil ici. Option, domain name, servers, 20.1, virgule, 1.1.1.1, point virgule. Vous avez mis trade A3, 130. Oui, merci. 168. Bien. Les erreurs qui reviennent, là, vous ne mettez pas l'adresse réseau, vous mettez .1, je ne sais pas pourquoi, ça arrive. Routers, vous mettez un U, attention à ça. Name, le domaine, vous mettez un E, des fois. Et serveur, vous l'écrivez en français. Donc ça, c'est les erreurs qui reviennent. Là, c'est un point virgule.
et des fois on a l'oubli des points-virgules. Donc il faut respecter la lexique, on va dire, et la syntaxe de ce fichier. J'enregistre. Alors, avant d'aller plus loin, notre serveur doit tourner ici, où le processus DHCP va tourner là-dedans. Il doit écouter, et notre machine est équipée de 3 interfaces. Il doit écouter ou être à l'écoute des DHCP Discover sur le port 67, pour rappel, DHCP, sur l'interface ENS33 et ENS37. Il ne doit pas écouter de ce côté. Donc il doit distribuer là et en bas, si on veut. Donc c'est la raison pour laquelle qu'on va renseigner les interfaces d'écoute dans le ETC default ISC-DHCP-serveur. En IPv4, pour l'instant, on travaille. Pour ça, il est dit, vous pouvez renseigner les interfaces qui écoutent les requests, les requêtes DHCP, hein, entre les guillemets, et on peut les séparer, comme vous les voyez ici, avec des espaces. Donc nous, on va mettre notre ENS33, espace ENS37. Clear. Et on tente un démarrage de notre service. Donc service ISC-DHCP-server start. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Donc on vérifie le status. On doit voir active running. D'accord? Si par malheur, et ça arrive, je vais me mettre à votre place et je vais oublier ou je vais mettre un E là. D'accord? Ça arrive. Erreur de frappe, mon camarade il me parle, voilà. Manque de concentration, j'ai fait une erreur. J'ai oublié ça, ou même je vais faire une deuxième erreur. J'enlève la virgule ici, je l'ai oublié aussi. D'accord? Bien. Parce qu'il va falloir apprendre à débugger. On n'appelle pas monsieur, ça marche pas. C'est ton problème. C'est pas le mien. Moi, ça marche. Ça fonctionne. Bien. Mais je vous apprends comment débugger. Comment chercher. C'est le plus important. Alors. Et donc, dans ce cas, je vais arrêter mon service pour supposer que je ne l'ai pas démarré, bien sûr. Donc là, je l'arrête. Et je tente le démarrage. Je viens de finir mon fichier. C'est très important. C'est plus important d'apprendre à corriger, à apporter du support sur certains niveaux que de mettre en place les services. Et je mets mon start donc. Ah, là ça m'affiche quelque chose, ça me dit voilà, failed, because le contrôle du processus et les sorties, il n'a pas terminé son démarrage, etc. Bien, la démarche. Ça vous la prenez comme le petit déj du matin. On vide les logs au départ. Je demande de vider mes logs, pourquoi? Parce que le fichier des journaux est déjà plein. Il journalise tout ce qui se passe. Le fichier des journaux, c'est le var log 6 log. Regardez, je l'ouvre. Je vais sauter les pages une par une. Il y a plein de choses. Tout ce qui se passe dans ma machine est journalisé. Là, j'appuie sur la pagination. Je ne suis même pas en train de descendre ligne par ligne. Hein. Je saute les pages là. Et donc, si je cherche l'erreur là-dedans, ça va être compliqué. Vaut mieux donc, avant d'aller chercher l'erreur, vider ce fichier. J'efface son contenu. D'accord? Puis, je démarre mon service. Je sais que c'est pas ça qui va le démarrer. Hein, il ne démarre pas. Mais je le démarre, je tente un démarrage pour qu'il m'écrive les erreurs là-dedans. Qu'il va journaliser qu'est-ce qui se passe. Donc, je démarre mon service, je sais qu'il ne va pas démarrer, mais je le laisse faire, et je vais consulter mes logs, alors avec VI, Vim, avec Nano, comme vous voulez, c'est pas le but. Et je lis tranquillement. Là, il me dit, ah, il y a un problème sur la ligne 10.
Il y a quelque chose qui cloche à côté d'option. D'accord? Donc je lis tranquillement, il me refait la même chose parce qu'il a fait 2 tentatives, il a essayé 2 fois, et il me dit il y a un problème, line 10, option, là où c'est écrit 11, etc. Je sors, je corrige, je repars dans les fichiers de conf. Alors pour afficher les numéros de ligne avec nano, on rajoute "-c". D'accord? Comme ça, si je commence à bouger, là, il va m'afficher les numéros de ligne. Ligne 10, c'est-à-dire quand il a commencé là, il a bugué. S'il dit ligne 10, ça veut dire que là, elle n'est pas terminée correctement. Et puis, celle-ci, la ligne 10, là où il y a le E du domaine. J'enregistre. Clear. Et même quand je corrige, faire confiance c'est bien, se méfier c'est mieux. Je ne sais pas si ça va démarrer. Donc je revide mes logs. Ce sont les commandes, je les ai. Je démarre mon service. S'il démarre, tant mieux. S'il ne démarre pas, je repars dans les logs, etc. Je fais cette boucle tant que ce n'est pas valide. Bien. Donc notre service est valide. Il nous faut quoi ici? Un client Windows ou Debian graphique et une Debian sur laquelle il y aura Apache. Et bientôt on aura fini la topologie. J'arrête cet enregistrement et je vous laisse me rattraper. C'est ça? On fait comme ça?